Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martin. Bonjour. Bonjour. Philippe Martin, donc, nouveau président, que dis-je, pas président, président délégué, il faut être précis, Absolument, du parce que le Conseil président, d'analyse. c'est le Premier ministre. Exactement. Et donc, président délégué du Conseil d'analyse économique, centre de réflexion, pour ceux qui ne connaissent pas, qui dépend effectivement de Matignon. On précise le pédigré proche d'Emmanuel Macron. On s'était vu d'ailleurs à l'époque pendant la présidentielle. Absolument. Il y avait eu un débat entre vous et l'économiste du Front National, je m'en là. rappelle. Tiens, professeur d'économie à Sciences Po, chercheur également. Poste pour lequel, disent les Échos, vous n'êtes pas rémunéré. Ouais, c'est des rémunérations assez faibles. On peut donner chiffre 3 000 euros. D'accord. Bon. L'objectif du CAE, comme on dit, du Conseil d'analyse économique, c'est d'éclairer le gouvernement en matière économique. Est-ce que ça veut dire que vous serez un peu, entre guillemets, la cellule riposte à l'OFCE quand ils sortent que le pouvoir d'achat des Français ne va pas augmenter en 2018 ou que l'INSEE nous sort qu'il y aura 4,5 milliards de recettes fiscales, d'impôts en plus pour les Français en 2018. C'est ça aussi votre boulot? Non, ou pas on n'a du pas tout à faire le juge de paix entre le gouvernement et le centre de recherche. Il se trouve que je pense que l'OFCE est un centre de recherche tout à fait sérieux. En revanche, Donc ils ont raison quand ils disent qu'il n'y aura pas de hausse du pouvoir d'achat des Français en 2018? Alors, Parce qu'ils font un travail sérieux. Ils font un travail sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter leurs hypothèses. C'est-à-dire qu'on peut revenir là-dessus, mais ce que disait l'OFCE, c'est par exemple que sur le chèque énergie, le taux de recours serait relativement faible. Sur par exemple la taxation sur le tabac, il y aurait peu de diminution de la consommation de tabac, ce qui veut dire évidemment que les plus pauvres paieront plus d'impôts selon le FCE, mais si en même temps on a un changement des comportements. S'il y a un changement des comportements, si la baisse de la consommation de tabac est suffisamment forte parce qu'elle est accompagnée par exemple par une politique de santé, d'information, etc., du coup il y aura moins d'impôts. Donc vous voyez, il y a des hypothèses qui ne sont pas sans importance. Pareil sur la taxation énergétique. L'OFCE fait l'hypothèse que 100% des taxes énergétiques, même sur celles des entreprises, iront in fine et immédiatement sur les consommateurs. On peut remettre un peu en cause cette hypothèse. Donc pour vous, le pouvoir d'achat des Français va bien augmenter en 2018, indiscutablement? Moi je crois à l'expertise. C'est-à-dire, moi je n'ai pas fait les calculs détaillés. Je vois les hypothèses qu'ont fait le gouvernement, qui me paraissent, c'est des hypothèses optimistes, mais tout à fait réalistes. Et puis les hypothèses que fait l'OFCE, qui sont plutôt un petit peu pessimistes sur un certain nombre de sujets. Moi, je pense qu'il faudra regarder ex post, mais très clairement, c'est là où on voit que l'analyse économique n'est pas si simple. Ex ante, non, je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que le pouvoir d'achat... c'est avant que les baisses d'impôts se produisent. Mais avant, on ne peut pas le dire. Donc, il faudra faire une évaluation ex post, après coup. Et par ailleurs, l'OFCE et le gouvernement sont quand même d'accord sur un point, c'est qu'en année pleine, et à partir de 2019, Absolument. Le pouvoir d'achat des plus modestes... C'était pas une erreur finalement de différer, d'augmenter la CSG le 1er janvier et de faire en 2 fois la baisse des cotisations, la stratégie sachant que l'écart de coût pour les finances publiques c'était 5 milliards d'euros, que finalement on a des recettes fiscales en plus en 2000. Alors on le sait maintenant. On le sait Ex-post, maintenant, mais ex-post. exactement, on le sait maintenant. Je crois qu'il y avait une contrainte qui était pour le gouvernement d'être bien en dessous des 3% et pour sûr, sans les aléas de la conjoncture en 2018. Et c'est important vis-à-vis de nos partenaires européens. Il faut qu'on sorte de ce qu'on appelle le bras correctif il faut y être en dessous de 3%, règles budgétaires. 2 ans d'affilée. Absolument, donc c'est important. C'est l'alpha et l'oméga de la politique d'Emmanuel Macron, notamment d'être sous les 3% de déficit public pour... Je ne pense pas que c'est l'alpha et l'oméga, parce que très franchement, si on n'avait que ça, ce serait un petit peu triste. Il y a un côté un peu comptable quand même dans ces 3%. Les économistes n'ont jamais considéré que ces 3%, il y avait une rationalité économique extrêmement forte. Il faut changer en revanche, chiffre-là. nous, on a fait des propositions, on a 14 économistes, français et allemands, on fait des propositions sur un certain nombre de réformes de la zone euro. Et une de ces propositions, c'est en effet de réformer complètement les règles fiscales de la zone euro pour aller sur quelque chose de beaucoup plus simple. Alors qu'est-ce qu'on aurait, on a quoi en termes de déficit public? La limite, ce serait Non, nous, on a une règle en termes de croissance des dépenses publiques et de réduction de la dette publique. Le problème, c'est la dette publique. C'est donc c'est l'un dépendant de l'autre. Bien sûr, il y a un lien évidemment entre les deux. Et donc évidemment, ça signifie croissance. Donc plafonner la croissance des dépenses publiques. Il ne faut pas que la croissance des dépenses publiques soit supérieure à votre croissance de long terme, la croissance potentielle. Et il faut qu'il y ait hors inflation ou avec inflation. Avec inflation, tout est en nominal, c'est en euros, donc c'est très simple. Je réfléchis, est-ce qu'on est dans les clous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une croissance des dépenses publiques en 2018. Vous connaissez le chiffre, j'imagine? Pour la croissance
croissance la croissance qui est prévue par le gouvernement. Pour le PIB, ça va être autour de des dépenses publiques, la croissance des dépenses publiques. Alors les croissances des dépenses 0,6% qui est prévu dans le budget. Ça veut dire que ça va être inférieur, mais ça c'est en réel. Donc ça va être 0,6%, c'est en réel. Donc en gros, l'inflation va être de 1,1, 1,2, 1,3. Donc on va être en effet dans les clous. Sauf que ce qu'il faut, c'est en effet avoir une croissance des dépenses publiques qui soit un petit peu inférieure, dans le cas de la France, à la croissance potentielle. Pourquoi ? Pour diminuer la dette. Parce qu'il y a une promesse, et c'est la transition, parce que je voulais vous en parler. On a vu hier le président Macron confirmer devant la Cour des comptes son engagement de baisser de 3 points de PIB. Vous le savez, parce que vous étiez son conseiller technique à Bercy, et puis vous l'avez suivi pendant la campagne. C'est une promesse qui est forte, mais c'est une promesse qui a pris du retard. Vous en convenez, la dette publique continue de progresser en France, ça c'est une réalité. Encore une fois, le plus dur reste à faire. On a le sentiment que ce dossier n'a pas été encore ouvert. Non, c'est vrai. C'est ça la réalité. Tout à fait. Non, mais la stratégie, c'est que clairement, et on l'avait écrit d'ailleurs avec Jean Pisani-Ferry dans une tribune du Monde, et je pense que c'est la bonne pour 2018, c'est de dire on ne peut pas faire des réformes structurelles très ambitieuses sur le marché du travail, sur la formation professionnelle, etc., en même temps que de faire de l'austérité budgétaire. Donc, on ne fait pas d'austérité budgétaire. D'ailleurs, de ce point de vue, le FCE, je crois, était d'accord. On ne fait pas non plus de grands plans de relance budgétaire. Moi, je me rappelle des débats qu'on avait dans la campagne où certains économistes nous disaient il y a un énorme problème de demande en France et donc il faut faire un énorme plan de relance budgétaire. Bon, je crois qu'ils avaient tort. Et là, de ce point de vue, tout le monde sera d'accord. Mais en même temps, il ne fallait pas faire non plus de l'austérité budgétaire et casser la reprise. Il y a une reprise. On est même au-delà peut-être de la reprise, avec une phase d'expansion, d'accord ? Mais aujourd'hui, je crois que la bonne politique budgétaire pour 2018, en effet, c'est de ne pas faire d'austérité. En revanche, c'est vrai, ça signifie que 2019, absolument, 2019, 2020, 2021 et 2022, il faudra faire de l'austérité. Alors, c'est pas de l'austérité, mais en tout cas, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot qui est un peu plombé, et donc, mais en tout cas, c'est clair qu'il va falloir avoir un plan assez drastique, et c'est au-delà du rabot, de réduction des dépenses publiques. Donc ça, c'est un enjeu. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Et d'ailleurs, il y a un avertissement. Il n'y a pas rien. Il faut pas exagérer. Didier Migaud, président de la Cour des comptes, il dit quoi ? L'amélioration actuelle des finances publiques ne devrait pas faire illusion. Voilà. Non, mais pour le moment, il a raison. Pour le moment, la réduction du déficit budgétaire, elle vient du cycle, c'est-à-dire du fait que la croissance repart et donc, les revenus. C'est pas lié à l'élection d'Emmanuel Macron parce qu'encore une fois, les mesures, en tout cas peut-être l'élection, mais les mesures sont. Mais parce que ça, c'est des choses beaucoup plus structurelles. Parce que encore une fois, on peut faire du rabot. Mais on en a vu les limites. Et donc maintenant, ça va être des choix politiques, de dire qu'est-ce qu'on coupe et qu'est-ce qu'on garde, et même d'ailleurs qu'est-ce qu'on augmente aussi parfois. Donc on sait où sont les grosses dépenses publiques en France. C'est pas tellement l'État, et d'ailleurs de ce point de vue, le CAE a fait un certain nombre. Il y avait une note au mois de juillet où on disait un petit peu là où on se différencie par rapport aux autres pays. C'est quoi ? C'est la sécu, c'est la sécurité sociale, les retraites, le logement, et donc c'est en effet. Et puis il y a aussi un certain nombre de dépenses qui ont fortement augmenté dans le passé récent. C'est les régions. Donc tout ce qui est dépenses régionales a beaucoup augmenté. Autre sujet, le tapis rouge, le grand jeu sorti par Emmanuel Macron, qui a reçu sous les ors du château de Versailles les plus grands patrons étrangers. On va voir les images. Résultat, en monnaie sonnante et trébuchante en termes d'investissement, on a eu les chiffres, 3,5 milliards de projets d'investissement sur 5 ans, 2200 emplois. La question que je me suis posée, c'est de savoir si ces annonces, si elles sont vraiment liées à ce sommet ou si elles n'étaient pas déjà dans les tuyaux, comme on dit, dans le pipe, et que finalement, opportunément, on les ressort maintenant. Quelle est la part, encore une fois, des annonces qui étaient déjà dans le pipe par rapport à ce qui est vraiment annoncé aujourd'hui? On peut en discuter, vous êtes d'accord? Non, on peut en discuter, mais non plus, non, mais je ne sais pas les négociations qu'il y a eu. Clairement, il y a un effet de confiance très fort et de l'image de la France avec Emmanuel Macron à l'étranger. Et on sait, il y a un certain nombre de travaux d'économistes sur les déterminants des investissements directs étrangers et l'aspect politique, confiance, culturel, un peu d'optimisme vis-à-vis d'un pays. C'est comme ça qu'une multinationale, quand elle doit arbitrer entre deux pays. Non, je ne dis pas que c'est le point essentiel. Le point essentiel pour les investissements directs étrangers, c'est la taille du marché
ou en termes d'accès au marché. Donc la France a un marché important et puis elle a un accès à un marché qui est l'Union européenne qui est extrêmement bon, en particulier des infrastructures. C'est aussi le niveau d'infrastructure, l'éducation. On le voit, pardon, le taux de taxation. On voit le président Macron, on le voit là avec le président de Google Monde, on l'a vu avec la numéro 2 de Facebook. Voilà, c'est pour qu'on commente un peu ces images. Il y a aussi le taux de taxation des profits. On l'oublie évidemment, c'est aussi en lien avec les annonces qui ont été faites sur la baisse de la taxation des profits en France. On va passer à 22%. Donc, à 25. 25, pardon, 25. Ah, sauf s'il y a une annonce. Non, c'est pas moi qui fais les annonces. Et donc ça, c'est important aussi pour attirer les investissements directs étrangers. Après, en effet, l'aspect politique, l'aspect dynamique et qui a été un peu plombé pendant le quinquennat de Hollande, là c'est clair qu'il y a un renversement. Plombé dans l'image parce qu'il reste l'idée de la taxation à 75%. Absolument. Mais en même temps, mais est-ce que Emmanuel Macron n'est pas aujourd'hui en train de récolter les fruits de la politique menée sous François Hollande avec des baisses de charges massives, 40 à 40 milliards d'euros, je crois, pacte de compétitivité, pacte de responsabilité, CICE, le crédit d'impôt recherche qui a été pérennisé, qui coûte 7 milliards d'euros. Est-ce que rien n'a été finalement... Mais je pense que une des choses positives avec Emmanuel Macron, c'est qu'on voit une cohérence et une dynamique, et qu'on ne voyait pas complètement avec le quinquennat de François Hollande. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit en effet aux investisseurs étrangers qu'on fait les choses et on les fait rapidement et on les fait de manière efficace. Après, de dire que c'est 100% ce sommet à Versailles qui fait l'investissement direct étranger, non, bien entendu, c'est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, la France est depuis assez longtemps une terre d'accueil des investissements directs étrangers. Et c'est très important pour l'emploi. Un emploi sur 8, c'est des entreprises étrangères en France, donc ce n'est pas sans importance. Ouais. C'est une grosse partie de nos exportations. Mais il faut voir aussi que c'est aussi la contre-image de notre balance commerciale qui est en déficit. 65 milliards d'euros. On a du mal à financer nos investissements par notre propre épargne. Ouais. Et donc, dans une certaine mesure, on le finance par de l'épargne étrangère. C'est une bonne chose, mais il faudrait aussi pousser pour que l'épargne française aussi s'investisse en France. Ouais. On comprend bien cette opération de séduction, la provocation évidemment à relancer l'attractivité du site France en faisant la pédagogie, le SAV, le service après-vente, des réformes, encore une fois la flexibilité du marché du travail, les baisses d'impôts sur les sociétés, initiées d'ailleurs aussi sous François Hollande. Mais aussi les infrastructures publiques, l'éducation, mais il y a encore le du boulot, capital bien sûr, humain. Mais il y a encore du boulot parce que le dernier classement mondial sur la capacité des pays à attirer les talents mondiaux, qui a été présenté hier à Davos, on voit quoi? La France peine toujours à attirer les talents mondiaux, étrangers, en France, sur le territoire français. On est 21e sur 120. Alors certes, on était 24e l'an dernier, mais on se dit que ce sommet, encore une fois à Versailles, c'est une petite pierre à l'édifice, mais qui a encore un travail qui est colossal. Mais bien sûr, c'est pas à ce sommet qu'on fait la réforme du système de formation professionnelle, de l'éducation, etc. Ça, c'est des chantiers de long terme, et c'est absolument essentiel, parce que pourquoi on veut des investissements directs étrangers? C'est de l'emploi, mais c'est aussi parce qu'ils amènent des technologies, ce qu'on appelle des spillovers en économie. Donc c'est positif pour le progrès technologique, pour la productivité, pour l'emploi, mais clairement, si on veut attirer ces investissements directs étrangers sans avoir des baisses de salaire, c'est-à-dire qu'on va rester un pays avec des salaires élevés. Donc la seule manière d'être compétitif avec des salaires élevés, c'est en effet d'avoir un niveau de capital humain, de formation extrêmement ambitieux. Bon, ça, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps dans les 10 dernières années parce qu'on a laissé se dégrader le système de formation, d'apprentissage, etc. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois. Il y a aussi la question de l'impôt sur les sociétés, encore une fois on en parlait, mais on sait qu'on l'a dit, taux d'IS qui a baissé à 25%, qui a commencé à baisser sous François Hollande, qui se poursuit sous Emmanuel Macron et qui va à 25% d'ici à 2022. Ça nous remet juste dans la moyenne, dans l'étiage européen. Mais est-ce qu'en faisant ça, on ne participe pas aussi un petit peu à la concurrence fiscale et on se dit qu'il y aura toujours des pays qui seront plus compétitifs que nous? Il y aura toujours une Irlande qui sera à 12,5, voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on réagit à la concurrence fiscale. On n'initie pas, on réagit. La taxation du capital en France, dont l'impôt sur les sociétés fait partie, elle est très élevée. Elle est parmi les plus élevées dans le CDE. Bon, donc quand le capital est complètement mobile, comme c'est le cas en Union européenne, évidemment, ça signifie que le capital, il va aller
toutes choses égales par ailleurs, vers les pays qui ont une taxation plus faible. Et donc ça nous prive de recettes fiscales. Non, alors oui, tout à fait. Donc ce que ça signifie, c'est que on est obligé de réagir, mais immédiatement, moi je pense qu'il faut en effet, et c'est ce qu'Emmanuel Macron veut faire, et Bruno Le Maire, c'est réagir à la concurrence fiscale. Comment on le fait? C'est pas facile. Alors c'est vrai qu'on se bat. Parce qu'il faut l'unanimité en zone euro. On n'aura jamais, on va pas se leurrer. Absolument, mais donc du coup, une des propositions qu'on a faites, avec Jean Pisani-Ferry en particulier, c'est de dire, si on crée un budget de la zone euro, vous ne pouvez être... À hauteur de combien? Ah bah ça, non mais ça, à la limite, non mais il doit être ambitieux, mais à la limite, ce n'est pas le sujet essentiel. C'est le principe. C'est le principe. S'il y a un budget de la zone euro, vous ne participez à ce budget de la zone euro, et on le dit à l'Irlande, au Luxembourg, etc., que si on se met d'accord sur un minimum. Eh bien, ils n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas. Alors, ils ne seront pas dans le budget de la zone euro. Je ne pense pas. Si on pense à l'Irlande, par exemple, est-ce que l'Irlande, qui a quand même, à un moment donné, demandé l'aide financière du mécanisme, absolument, s'ils demandent l'aide, il faut qu'il y ait une contrepartie. Donc, s'ils ne veulent pas être dans le budget de la zone euro, ça signifie peut-être aussi qu'ils ont ils n'ont pas de filet de sécurité. Est-ce que le Luxembourg, qui est un membre fondateur de l'Europe, acceptera d'un point de vue politique d'être en dehors de ce budget de la zone euro? Donc voilà, je ne dis pas que ça va marcher à 100%. Sur le papier, ça tient, en pratique, on se demande comment c'est applicable. Non, mais par ailleurs, je ne pense pas qu'il faut que l'Irlande, la France, le Luxembourg aient exactement le même taux de taxation des profits. Je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum. Moi, je comprends très bien que des petits pays périphériques qui ont de ce fait plus de mal à attirer du capital et un taux de taxation un peu plus faible. Sauf que là, maintenant, on est allé beaucoup trop loin et qu'en effet, s'il n'y a pas de taux minimum, on va vers une concurrence fiscale qui va annihiler toutes nos recettes fiscales sur le capital. Allez, on finit par cette étude qui ressort quasiment tous les ans de l'ONG Oxfam. À propos de la France et plus globalement, parce qu'il y a Davos qui s'ouvre aujourd'hui, les riches en France sont toujours plus riches. En 10 ans, la richesse des milliardaires a doublé et au global, les 10% des Français les plus riches détiennent plus de la moitié de la richesse du pays, alors que 50% des plus pauvres se partagent 5% du gâteau. Voilà pour les chiffres. Est-ce que les riches sont trop riches en France? Alors, et que fait? Est-ce que c'est problématique ou pas? Et que fait Emmanuel Macron pour, on va dire, pour remédier à cet accroissement des inégalités? Non, je pense que la question. Ou est-ce qu'il n'y contribue pas avec justement cette baisse d'impôts plus ciblée? Alors, la question des inégalités. 4 questions en une quand même. Vous apprécierez. Il y en avait beaucoup là. Donc la question des inégalités, je suis d'accord, c'est un constat et c'est un problème essentiel. Juste un petit point quand même. Il ne la croit pas que ça. Par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Grande-Bretagne, où vous avez eu une explosion des inégalités, en particulier des hauts revenus, vous ne l'avez pas eu en France. Si vous regardez le ratio des 10% les plus riches par rapport aux 10% les plus pauvres, vous n'avez pas eu du tout cette explosion en France. Donc le système tient relativement bien. Et moi, je pense que, en fait, le problème, c'est pas tant peut-être les 1% les plus riches, même si en termes de patrimoine, en effet, il y a de fortes inégalités en France, que de regarder ce qui se passe sur les 10% les plus pauvres. Il ne faut pas se concentrer entièrement seulement sur les 1% les plus riches. Je pense que le problème des inégalités, il est surtout en bas de l'échelle. Donc le problème, c'est de l'inégalité à l'accès à l'école, l'inégalité de l'accès à la santé, au transport, par exemple, à la mobilité. C'est une préoccupation d'Emmanuel Macron, ça? Ah bah oui, je pense que la question de la mobilité, je pense qu'elle est absolument essentielle. Donc, parce que pour l'instant, on voit les baisses d'impôts ciblées sur les plus riches. Oui, qui sont un facteur d'accroissement de ces inégalités. Non, on voit aussi, il y a la prime d'activité qui est pour les salariés les plus modestes, qui va être augmentée de 50%. Donc, je pense qu'il y a le chèque énergie pour ceux qui sont les faibles, les revenus les plus faibles. Bon, donc il y a un certain nombre de choses, comme aussi les primes enfin les aides pour les personnes handicapées. Bon, alors. Évidemment, il faut voir la photo et puis le film. C'est vrai que ce qu'il fait en 2018, c'est mettre immédiatement la baisse de la taxation sur le capital. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça prend du temps, d'accord? Et que donc dans un deuxième temps, c'est différé. Et ça pose, en effet, on voit bien le problème politique et social que ça pose. C'est en différé, en effet, qu'il y a une baisse plus forte, très importante, enfin, de taxation avec la taxe d'habitation, etc., pour aider les revenus les plus modestes. Donc voilà, le pari, il est fait, c'est qu'on fait immédiatement les choses qui ne sont peut-être pas les plus populaires en termes de taxation sur le capital, mais il faut voir le film, et le film, c'est qu'a priori, ça crée de l'investissement et de l'emploi à terme, et que les mesures plus sociales, à cause de la contrainte budgétaire, on les fait un peu plus loin dans l'année, mais ça vient assez vite quand même.
Bon, merci. Merci à vous en tout cas pour toutes ces explications, cet éclairage. Philippe Martin, donc, nouveau président délégué du Conseil d'analyse économique, était donc votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci.